Aujourd'hui, dans la brigade, on reçoit Marc-Olivier Poulain. On parle du début de Michael Andlauer en tant que propriétaire de l'équipe, du retour de Cyril Leader et de la PWHL à Ottawa. Tout ça et beaucoup plus dans un instant. Salut tout le monde, bienvenue à la brigade. Je m'appelle Jean-Philippe Fort, compagnie de Pascal Villeneuve ainsi que de Jean-Philippe Fortin. Messieurs, comment allez-vous? Salut les JP, ça va très bien. Messieurs, ma question du jour. Est-ce qu'une équipe... Mais non, on va laisser faire Josh Norris un petit peu, là. Est-ce qu'une équipe qui a Ridley Gregg, Rourke Chartier comme deuxième et troisième centre peut, selon vous, accéder aux séries éliminatoires? Ah non, à long terme, non. Non, ça peut pas durer. Ça peut pas durer. Ça va pas durer. Ça va pas durer? Ben non. Faut pas que ça dure. Écoute, Ouais, là... Shane Pinto, ça va se régler. On sait que ça va se régler. Là. Comment? On n'a pas le choix. Mais Norris, on le sait pas. Mais au moins, on sait que si Norris, ça se règle pas, parce que pour l'instant, il est encore juste au jour le jour. Si ça se règle pas, puis qu'il faut le mettre sur la liste long terme, ben là, on a du jeu. Pierre Dorion va avoir du jeu pour être créatif, essayer de trouver des solutions, essayer de trouver des signatures en attendant, je ne sais pas, mais il va pouvoir bouger un peu plus. Mais les deux ensemble, non. Non. Mais comment réalistiquement tu signes Shane Pinto? Ah, on le dit depuis le début, il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que là, la dernière offre qu'on a faite à Shane Pinto, on a parlé de 2 ans, 1,8. D'après moi, il vise plus le 2,3, quelque part là-dedans, max 2,5. Moi, j'ai l'impression que Pierre Dorion essaye de... Dans sa tête, là, il allait convaincre Shane Pinto de lui dire, écoute, on a l'équipe, je suis allé chercher Tarasenko, on a une bonne équipe, tu vas nous faire 1 an, tu vas nous faire un cadeau pendant 1 an à 1 million, puis l'année prochaine, on s'occupe de toi. L'année prochaine, le cap monte, Tarasenko sera peut-être plus là, on va avoir de l'argent en masse, je te gratte le dos, tu me grattes le dos, mais le risque est trop gros. Là. Shane Pinto, l'année passée, t'es supposé être le 3e centre, t'es supposé de prendre son temps à se développer tranquillement. Bang, on a compté sur lui toute l'année, a quand même répondu à l'appel, a performé. Donc, il n'est pas en position de faire des cadeaux, lui non plus, je pense. Mais tu sais, il y a une théorie qui passe, que j'ai vu passer, là, disant que durant la pré-saison, ben, les chèques de paye ne passent pas encore. C'est quand les premiers matchs de la saison commencent que les premiers chèques de paye arrivent. Fait que là, le monde pense, parce que peut-être que Pinto va comme... flancher. Ouais, il va comme flancher pour dire, gars, j'ai besoin de ma paye, il faut que il est temps de me payer. Veut pas, son agent, c'est celui qui a pris William Nylander jusqu'au mois de novembre, la journée minuit moins 1 pour que Nylander joue plus de la saison, parce qu'il n'aurait pas joué de la saison s'il avait dépassé la date. Fait qu'il il est étranger à ce genre de situation-là. Mais je pense, Nylander avait les poches un peu plus pleines, puis et c'est ça. Mais non, faut, on le sait. On sait que ça va se régler, mais il fait comment? Pierre Dorion sort un lapin de ton chapeau. Fouille dans le chapeau, trouve quelque chose. On y reviendra avec le warm-up, mais juste avant, c'est l'heure de mes petites annonces. Alors, le 5e baron vous invite tout au long de la saison à assister à un match des Sens à la brasserie. Alors, pour le mois d'octobre, on vous annonce déjà que samedi le 14 contre Philadelphie, le match sera diffusé. Si vous n'allez pas déjà à l'Arena, bien sûr. Dimanche le 15 contre Tampa Bay, mercredi le 18 contre Washington et samedi le 21 contre les Red Wings de Détroit. Bien hâte de voir comment la rivalité avec Détroit va se développer cette année. Sinon, bien sûr, vous pouvez continuer à lire notre ami Stu sur le blog Silver Seven Sands au silver7sands.com. Alors, toujours intéressant, de la lecture sur les sénateurs en français. Monsieur Fortin, que nous réservez-vous dans votre warm-up? Donc, on a eu la catastrophe Lassie Thompson de réclamer au balotage par les Ducks d'Anaheim. Ou coup de génie. Une semaine plus tard, il est de retour à Ottawa. Donc, Pierre Dorion l'a réclamé des Ducks d'Anaheim. Donc, Lassie s'est fait passer une petite semaine en Californie. Par la suite, on a parlé tantôt, Shane Pinto, selon les rumeurs, aurait reçu une offre de Pierre Dorion de 2 ans et 1,8 million, mais demanderait plus un salaire de 2,5, en tout cas dans ces alentours-là. On est tellement mal pris dans l'espace du plafond salarial
que les Sénateurs débuteront la saison à 11 joueurs d'attaquants, 6 défenseurs et 2 gardiens. Donc, vont jouer à 19, contrairement d'habitude que c'est une formation de 20. Donc, on est tellement mal pris qu'on commence avec un sous-effectif pour débuter la saison. À Belleville, on a eu des gars comme des relégations, là, comme Boko Imama, Maxence Guénette. On a eu Iris Mécal, et ça, je l'ai bien sur le cœur. On a aussi Djibril Touré, donc le Québécois, qui avait fait un peu un nom durant le camp d'entraînement, avait réussi à avoir un contrat d'entrée à Ligue nationale. Je croyais bien qu'elle allait faire sa marque à Belleville, mais non, elle était retournée dans ses rangs juniors avec son équipe de Sudbury. Levi Merelainen ne jouera pas à Belleville, du moins pour l'instant. Il va aller aider l'équipe de Hallen dans la East Coast League. Selon les statistiques, les Sénateurs seraient la 7e plus jeune équipe de la Ligue nationale. Et un fait intéressant que j'ai trouvé sur les réseaux sociaux concernant la vente de billets en ce début de saison, le coût moyen du billet pour aller voir les Sénateurs est de 53 $. Quelle est l'équipe, selon vous, qui est la plus dispendieuse et la moins dispendieuse? La plus dispendieuse, Toronto. New York. Ouais, là, depuis l'arrivée de Vegas, je me pose des questions. C'est ça, les Golden Knights. Vegas, c'est la plus chère. Wow. 230 $ du billet. Et la moins dispendieuse? Winnipeg. Non. Floride. Oui, c'est ça. Les Panthers de Floride. Très fort, parce que... C'est pas Winnipeg pantoute, hein? Golly, c'est énorme. Et surprenamment, mais je suis quand même surpris, probablement que c'est à cause du petit building, là, mais les Coyotes de l'Arizona, c'est 75 $. Et Mais on parle de moyenne, hein? On parle de moyenne, le fait que, mettons, si tous les billets sont à 75, la moyenne est à 75. Ouais, c'est ça. Une équipe que je suis vraiment surpris, par exemple, c'est les Flames de Calgary, qui c'est 31 $ pour aller voir les Flames de Calgary. Tu vois? Ouais, c'est vraiment pas dispendieux. Je peux te savoir c'est quoi les Jets? Les Jets de Winnipeg, c'est 55 $. Ah, quand même. C'est un petit peu plus cher avec les Sénateurs, mais l'équipe la canadienne, là, c'est vraiment les Flames de Calgary qui se retrouvent au avant-dernier rang de la moins dispendieuse. On s'attend que c'est la chose que les prix qui ont le moins augmenté dans les 2 dernières années. Ça doit être les prix des billets des Sénateurs. C'est bon. Fait que voilà, c'était mon warm-up de la semaine. Cool. Non, mais Smekal, je sais pas. Smekal ou moi je l'appelle. Moi, je l'appelle Schmeagol. Attends, j'ai quelque chose pour ça. Parce que moi, je l'appelle Smeagol ou Schmeagol. Petite référence au Seigneur des Anneaux. Mais c'est encore mieux en anglais. En français, c'est Smeagol, mais en anglais, c'est Smeagol. Non, est-ce que c'est juste une transaction au niveau, encore une fois, finance, qui n'ont pas le choix de descendre? Ouais. Est-ce qu'il y a encore des chances de revenir pour le match numéro 1? Au final, c'est même pas finance. Il est même pas revenu. Si c'était un affaire de papier, il serait revenu, mais là, il est même pas revenu. Moi, je suis bien déçu. Ça a été un de mes coups de cœur durant le camp d'entraînement, Yeri Schmeckar. Puis... Oui. Il va revenir, là, la moindre. Je pense que ça va être un des premiers rappelés. Là. Mais c'est ça. Parce que tu parlais tantôt de commencer avec Ridley Gregg puis Rook Chartier. Puis on parlait de. Robbie Yarventi. Ouais, on parlait de Robbie Yarventi. Je pense que les Sénateurs ont juste dit on peut pas mettre 2 gars de 21 ans comme centre numéro 2, centre numéro 3. Ça n'a pas de bon sens. Fait que, oui, Rook Chartier. Un vétéran qui a roulé sa bosse, qui a eu beaucoup d'adversité dans sa carrière, qui finalement réussit à... Ça peut être une bonne police d'assurance, mais comme tu disais tantôt, cette ligne de centre-là peut pas durer. Parce que là, si on regarde les trios, là, les trios qui ont été sortis à date, là, puis écoute, il va avoir eu le temps de se jouer une game, là, mais on a Tarasenko sa 3e ligne. Il faut le faire. Là. On a Mathieu Joseph à gauche, sa 2e. Fait qu'on a. C'est tout un line-up pour la première game. DJ spécial. En soi, j'ai pas tant de misère avec ce line-up-là si je me dis que Chartier et Gregg sont des placeholders. Que c'est Norris et Pinto qui vont là, dans ces chaises-là. C'est ça. Je trouve que ça fait quand même des trios qui sont relativement balancés en termes de talent.
Mais t'es-tu allé payer? On parlait de Tarasenko. T'es-tu allé signer Tarasenko? 1, pour pas être capable, après ça, de signer Pinto. 2, pour le mettre sur ta 3e ligne. Je veux dire, les Sénateurs en avaient des problèmes, là. On les avait tous identifiés, mais de scorer des buts, c'était pas ça, là. Ce que je pense réellement tout ça, là, c'est que la patience va être très courte en termes de joueurs de centre. Ça se pourrait très bien que Claude Giroux retrouve son poste de centre. DJ n'a pas de l'air parti pour ça. DJ veut pas. DJ veut rien savoir. Puis je sais pas jusqu'à quel point ça vient de Claude Giroux qui veut rien savoir. Je le sais pas. Mais non, DJ il a balayé ça du côté de la main en voulant dire « Ah, non ». J'avoue que c'est son meilleur trio, là, puis il fait tous les trois ensemble. Là. C'est ça. Mais t'auras pas le choix, là, tu peux pas continuer de même. À moins que tu mettes Mathieu Joseph au centre, là. Mathieu Joseph est quand même pas si mal au centre. Là. Ben, c'est tellement important la ligne de centre, c'est tellement important. J'ai rien à plaindre de Rook Chartier, là. Il a été le meilleur joueur à Belleville l'année passée. Il mérite d'être là. Il a fait un bon camp quand même. Il n'a pas eu de gros flash. 3-4. Il peut être sa 4e centre. Il peut remplacer Mark Kastelic, là, mais non. Ça vient nous donner avec tout, début de saison qu'on devrait juste être content, de bonne humeur. On était plus excités de ça l'année passée à regarder notre line-up au début de l'année. Moi, j'ai 2 choses à dire. Là. Premièrement, je pense que le plan, c'était que Tarasenko soit sur la 2. Mais Batterson ne leur a pas laissé le choix avec le camp qu'il y a eu. Bon, puis si tu parles de camp, Tarasenko versus Batterson, il n'y a aucune comparaison. Voilà. Deuxièmement, tout l'été, on s'est tellement vanté à quel point on était fort au centre. On se comparait pas, mais on prenait exemple sur, par exemple, les Penguins de Pittsburgh dans leurs belles années, qui avaient une ligue de centre de Crosby, Malkin, puis Stall. Exact. C'était ça la clé, tu sais. Ouais. On se disait, ça s'en va vers là, tu sais, c'est 3 centres incroyables qui sont parfaitement dans leur chaise. Ouais. Puis là, c'est tellement un fiasco. On n'a pas le choix d'être déçu un peu, là. Malgré toutes les belles autres affaires qui se passent. Quand la puck va tomber et le jeu va commencer, je pense qu'on va être bien excité. On va être bien excité. Mais check bien après 3 défaites, les 3 points de la saison. Et là, on sera putain excité. Là. On va falloir réclamer des choses parce que ça ne fera pas. Là. Il y a plus de raison. Là. On a la défensive pour garder les matchs serrés. On a les gardiens pour garder les matchs serrés. Puis on a la force d'attaque en avant, on l'a. Elle n'est pas complète, là, mais il y a assez de Timmy, de Kutchuk, de Batterson, de comment est-ce qu'il s'appelle l'autre? Tarasenko. Oui, Tarasenko, mais Kubalik, il y a des gars capables de la mettre dedans. Fait qu'on est équipé pour gagner des matchs en saison régulière, puis pour faire des stretches, puis tout le monde va avoir des problèmes, tout le monde va avoir des blessures, toutes les équipes. Il n'y a pas de raison, là. Il n'y a pas de raison que cette équipe-là soit pas dans le top tiers de la Ligue toute l'année. Et surtout, puis on n'en a pas parlé, mais les Panthers qui sont privés de gros morceaux en défense pour une grosse partie au début de la saison. Tampa Bay qui sont privés de Vasilevski. Pas de Vasilevski, ouais. Exact. Pas de Bergeron à Boston. Plusieurs semaines. Boston, la ligne de centre, c'est pas clair, là. Zaka sur le premier, ça? Non. C'est Zaka, puis t'as Charlie Coyle. C'est Coyle. Charlie Coyle sur le deuxième trio. C'est pas de la grosse... Mais je veux pas parier contre les Browns. Non. À chaque année. Ouais. Moi, je pense que je mets Toronto en haut, parce que on est tous d'accord. Je mets Montréal en bas. On est tous d'accord. Entre ça, là... Ça peut aller dans tous les bords. Moi, je dis, tu sais, parce que oui, on dit que c'est fort de l'Atlantique, mais en même temps, ça va être encore plus égal. Les bonnes équipes des années passées sont en train de descendre. Puis après ça, tu sais, moi, je mets, veux pas, Buffalo puis Détroit suite en haut de Montréal, mais who knows? Qu'est-ce qui va arriver? Ces équipes-là vont-tu partir sur des chapeaux de roue, puis Buffalo avec Tage Thompson va je sais pas. Mais moi, je me dis Ottawa, 3e position. Je mets Toronto, Boston, Ottawa. On rentre par la grande porte en série. Comme ça. Toi, JP? Ben là, si on a Rook Chartier sur le 3e centre, avec Ridley Gregg comme 2e centre, là, on fait pas les séries. Un gars qui a quoi?
12 games dans la Ligue nationale. Non, ça fait pas. Là. Moi, je suis bien découragé de la gestion, Ça durera pas. La gestion financière de Pierre Dorion. Là. Moi, je louange Julien Brisebois. Là. Hey, ça, c'est de la gestion financière. Il lui reste 2 $ américains sur sa masse salariale. Ça, c'est de gratter les scènes jusqu'à la fin. Mais non, Pierre Dorion, il a comme signé Tarasenko, puis il a fait « Oh boy, je suis dans la merde, dans la tabarouette, parce qu'il me reste plus d'argent pour jouer à 20 joueurs, puis pas signer Shane Pinto. » Puis là, on est revenu avec nos 2 défenseurs qu'on pensait qu'ils étaient l'avenir, qui finalement, on les a offerts à tout le monde. Mais ils nous sont revenus. On est allé rechercher Lassie Thompson. Ouais. On pense que c'était peut-être le plan B, d'Anaheim, le temps qu'il signe Drysdale. Ouais. Puis je pense que dans la partie qu'il a joué ou dans les quelques parties hors concours qu'il a joué, ça n'a pas été fameux. Là. Il était sur la glace pour la plupart. Mais il y a un aspect là, de masse salariale que je viens de remarquer là, sur Cap Friendly. Là. Il y a quand même pratiquement 5 millions de dollars de joueurs qu'on n'utilise pas. Là. Matt Murray, Bobby Ryan, Colin White et Michael Del Zotto. C'est désastreux cette année. C'est désastreux. Fait qu'enlève ça, mettons que Tarasenko ne signe pas, puis rajoute, l'année prochaine, il n'a pas de problème. Moi, je veux savoir, il débarque quand, ces gars-là? Del Zotto, ça doit être à la veille de prendre le bord, ça? Quasiment toute l'année prochaine. L'année prochaine. C'est toute l'année toute prochaine. La gang. À part toute la gang. Ouais. Non, à part Colin White. Colin White, c'est pour longtemps. Mais il n'y avait aucune raison de racheter Bobby Ryan, ça, je ne l'ai jamais compris. Ouais. Non. Jamais. Dans le temps, c'est pas grave, on a de la place. Ouais, mais t'as peu, là. Regarde tout le monde que tu vas signer dans 1 an ou 2, là. Non, pas besoin d'argent. C'était surtout dans le but que l'équipe n'allait nulle part, qu'il joue pas. Là. Est-ce que Pierre Dorion a une vision à long terme? Tant qu'à perdons avec Bobby Ryan, là. Ouais, c'est ça. Dans ce temps-là, exactement. Ouais. Mais je pense qu'il est un peu trop émotif. Il y a de la misère à voir dans le futur. Pierre, il aime ça signer. Là. Il aime ça signer des joueurs. Il aime ça, le feeling que ça apporte d'aller chercher des assets, si on veut, sans trop penser dans le futur. Est-ce qu'il s'est dit, gars, il faut que je signe tout ce que je peux là, parce que je sais pas si je vais être là dans 2 ans, je sais pas. Mais il y a un manque de vision long terme. Ça, moi ben, c'est flagrant. C'est flagrant. Ouais. Parce que moi, là, vite, le line-up que j'aurais aimé voir demain, tu sais, le line-up qu'on aurait pu avoir, on aurait Tkachuk, Stützle, Batherson. Puis là, tu parlais de peut-être mettre Giroux au centre. On aurait pu faire Kubalik, Giroux, Tarasenko. Pas pire. Après ça, Smeagol, Greg puis Joseph. Là, ça commence à être une 3e ligne pas pire. Puis on a notre 4e de Kelly, Kastelik, McEwen. Tu sais, avec les joueurs qu'on a en ce moment, me semble que ben du bon sens. Ça aurait un petit peu plus d'allure. Mais bon. Mais moi, c'est juste le fait de tu sais, t'as Schmeichel qui a joué un bon camp d'entraînement. Il a quand même montré des choses offensives intéressantes. Puis là, tu gardes Parker Kelly qui a fait 3 points l'année passée, qui fait rien, mais rien. Même McEwen. Fait pogner l'air au gars de bord. Ouais, mais tout ce qu'il fait. McEwen, c'était pour prendre le rôle de Watson. Ouais. Et on a-tu besoin, on a-tu réellement besoin? Ben c'est ça. Moi, c'est la philosophie que la 4e ligne doit brasser. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus ça, là. Pas sûr. Mais DJ, je pense que c'est comme ça qu'il pense. Absolument. Fait que c'est Kelly, Kastelik, McEwen. C'est quoi ça? Une équipe gagnante, là, ça passe aussi par le 3e, 4e trio pour la production offensive qui va apporter. Mais là, je regarde la 4e trio. Il n'y aura pas de but là. Ça fait 10 points dans l'année, c'est beau. Là. Ouais. Et là, là. Hey, sur ce, est-ce que ça vous tente de parler avec notre ami Marco? Oui. Oui. De management sportif. Exact. Des fois, parler d'autre chose que de ce que c'est à la glace, puis des contrats, puis de tout ça. Là. Non, ça va être super. C'est tout le temps le fun quand Marco vient nous voir. Puis c'est tout le temps bien expliqué dans son cas. Pas sûr qu'il y a beaucoup de podcasts qui ont des anciens employés des sénateurs là, qui viennent lui parler de façon régulière comme ça. Là. Fais juste dire. Là, c'est un fait. C'est un fait, Jim. Il a plus de 12 ans travaillé dans le milieu du sport, dont 5 ans avec nos sénateurs d'Ottawa. Marco Poulain est avec nous. Marco, comment ça va? Super bien, vous autres, messieurs? Yes. Ça va bien. Marco, t'es maintenant un régulier. C'est quoi, 4-5 fois que tu viens depuis le début, là? Oui, exact. Collaborateur régulier de la brigade et bien fier de l'être. Ah ben, on aime ça. T'as passé un bel été?
Oui, super bel été. Profitez, beaucoup resté dans le coin ici, dans le patelin du Québec. On a été au chalet un peu de mon père de notre côté. On a passé du temps avec le petit, mais pas mal de sport, pas mal de vélo au travers de tout ça, mais ça fut un bel été. Bon, parle-moi de ça. Est-ce que tu es excité pour le début de la saison de hockey? Tu te sens un petit peu? Mais oui, déjà 2 poules de fête, finalisé ça dans les dernières semaines. Au moment où est-ce qu'on se parle, là, c'est Connor Bedard qui vient déjà de commencer son entrée dans la Ligue nationale pendant qu'on fait le podcast. Je pensais que tu allais me dire qu'il y avait déjà un tour du chapeau. Là. Ouais. Non, mais je regarde en diagonale voir si j'ai des choses qui se passent. Là-dessus, j'ai déjà mis de l'argent là-dessus. Est-ce que tu as réussi à avoir Connor Bedard dans ton pool? Non, malheureusement, pas malheureusement, j'ai pas fait le choix de le prendre aussi. J'aurais pu faire le choix de le prendre, Il était à sa table, là. Position où ce que j'étais, dans un pool, j'ai repêché 2e, dans l'autre, j'ai repêché 5e, les deux avec 8 participants. Fait que c'était trop tôt. Puis dans le premier cas, où j'ai repêché 5e, grande surprise, il a sorti 4e. Je m'en allais jamais le prendre dans le top 5. Et dans l'autre, il a sorti début de 2e ronde, donc 9e overall. Je me souviens, moi, dans notre pool, JF Demers, qui est un collaborateur régulier aussi, avait réussi à obtenir McDavid. Puis on jouait en fonction du salaire puis tout ça, mais McDavid, dans son début de carrière, quand il faisait 800 000, ça avait aucun bon sens comment c'était avantageux de l'avoir dans ton équipe. Bref, fin de la parenthèse. On en a beaucoup des joueurs comme ça encore, mais là, il faut justement que le plafond monte l'année prochaine, supposé monter de 3-4 millions, ce qui est sous-entendu, ça va faire du bien pour les poules, ça aussi, pour les gens qui comptent ça avec l'argent. Puisque tu nous dis d'abord 3 millions, ça veut dire qu'on signe pas Pinto l'année prochaine. Ah, là, ça c'est une autre conversation. Marco, un des sujets qu'on aimerait t'entendre, c'est le sujet de l'année. Je pense que c'est la grande arrivée de Michael Andlauer dans les portes. Ben oui. Ben oui. Grosse nouvelle. Ben, c'était finalisé en fait depuis le mois de juin, mais ça s'est officialisé au courant des dernières semaines. Une prestance, on l'a vu dès sa première apparition, qui s'exprime très très bien en anglais et surprenamment aussi en français, avec un accent même français international, comme je peux le dire. Mais non, agréablement surpris, répond très très bien aux réponses. Comme je me dis l'expression, c'est pas son premier rodéo, là, c'est pas la première fois qu'il fait face comme ça aux médias, qui est obligé de parler justement d'aspects un peu plus du monde des affaires. On voit que, comme je dis, il y a de l'expérience dans la cravate. Là. Je pense que lui, c'est quelqu'un qui a vraiment bâti sa fortune. Là. C'est pas quelqu'un qui a hérité ou qui a, tu sais. Non, exact. C'est l'impression que j'ai eue, en tout cas. Non, si on va lire un peu sur lui, ben, c'est pas quelqu'un qui était pauvre, qui vient d'un milieu défavorisé quand il était jeune. Il vient quand même d'un milieu, je peux pas dire fortuné, mais il était quand même bien aisé. Okay. Mais c'est lui, par contre, qui a fait ses preuves par la suite. C'est lui qui a fait des bons moves financiers, comme on dit, qui a réussi à bâtir son propre chemin, comme tu le mentionnes, puis qui en est venu avec une entreprise à succès. Sa femme non plus est pas à dénigrer dans tout ça. Sa femme est rendue CEO d'une de ses entreprises. Comme c'est du monde qui sont là en affaires. C'est leur fils aussi. Je pense qu'ils ont 3 enfants. Il y en a 2 qui sont déjà dans la relève de l'entreprise avec ATS Healthcare. Je connaissais l'entreprise, je me rappelais même plus c'était M. Andlauer. Je vois tellement de leurs camions passer sur la route. ATS Healthcare, c'est gros, donc c'est quelqu'un qui, si on veut, il a roulé sa bosse. Il est là depuis longtemps. C'est un passionné de hockey. Il est là aussi dans le monde du hockey en tant que propriétaire depuis déjà un petit bout, là, avec la vitesse que les choses se passent aujourd'hui. Ça fait quand même déjà une 15aine d'années, je pense, une 20aine d'années qui tourne autour, qui navigue en fait dans l'écosystème du hockey. Donc, très, très, très heureux pour l'équipe. Que du positif qu'on va pouvoir en discuter aujourd'hui. C'est ce qu'on entend de tous ceux qui l'ont côtoyé. On l'a vu au tournoi de golf, entre autres. Tu voyais qu'il était impatient. Là. Il n'était pas officiellement propriétaire encore, mais il était là, puis je sais pas, c'est excitant. C'est le fun de voir un propriétaire impliqué et présent. Là. C'est ça. Il y a eu des moments l'année passée où quand on se demandait quel genre de propriétaire qu'on voulait, on pensait à un vieux millionnaire qui vivait ailleurs puis qui nous donnait juste l'argent puis qui laissait le monde du hockey milliardaire, ouais. Qui laissait le monde du hockey s'en occuper puis qu'on voyait pas trop, tu sais. Un espèce de picsou qui vit sur une île à quelque part. Mais ça sera pas le cas du tout. Piastres, là, ouais. C'est ça. Non, il va être ici, il va être là. Je pense qu'il est déménagé proche. Il
il parle aux joueurs, il parle à tout le monde. Il a acquis une autre propriété à Ottawa. Ouais, il s'est rajouté un pied à terre, une de ses maisons. Quelqu'un qui va être impliqué, ça c'est sûr et certain. C'est ça. J'en ai sans l'ombre d'un doute. Ce qu'on entend déjà de lui, puis ce qu'on voit, ce que beaucoup de journalistes, eux autres, font transparaître dans leurs interviews après qu'il ait parlé avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui est, si on veut, de différent des autres propriétaires qu'on va retrouver dans la Ligue nationale, qui semble plus humble, plus terre à terre, à dire les vraies choses. C'est sûr qu'il navigue pas dans les mêmes eaux que le commun des mortels, là, on va se le dire, mais quand même quelqu'un qui semble avoir le pied groundé, comme on peut dire l'expression, qui a pas peur de prendre des décisions quand même, qui peut être féroce en affaires, mais qui est pas juste axé sur justement la recette de comme on essaie de faire l'argent pour faire l'argent. On dirait qu'il y a tout le temps il y a un objectif en arrière de ça. Puis on le voit actuellement avec son club. Lui est arrivé ici, puis même Gary Bettman l'a mentionné, ce qu'il a mis dans tous les interviews des propriétaires, ce qui a ressorti en fait de celle-là avec Michael Andlauer, c'est que c'est quelqu'un qui, après mes abords, il est ici pour faire gagner ce club-là. Oui, il y a si on veut le play, comme on dit en anglais, l'aspect business, l'aspect affaires avec le nouvel arena qu'on va pouvoir discuter, juste le club, monétiser tout ça. Mais pour lui, c'est avant tout de faire gagner ce club-là sur la glace. Puis ça, c'est très positif pour l'avenir. Je pense que d'avoir un gars, d'avoir amené son chum, son partenaire d'affaires, si on veut, Steve Staios, au niveau du domaine plus hockey, c'est que même s'il est impliqué, même s'il y a des opinions, même s'il y a des idées, je pense que d'avoir quelqu'un comme Staios entre lui puis le DG, puis c'est peut-être que Staios va servir un peu de pare-feu peut-être à ses sauts d'humeur ou à des idées un peu plus farfelues. Fait que c'est ce que j'aime qu'on n'avait pas avant, tu sais. Puis c'est quelqu'un en qui il a confiance. S'il l'a amené, c'est parce qu'il est prêt à discuter avec lui et à l'écouter. Fait que je pense que c'est un bon duo les deux ensemble. Ouais, on parle pas de copier, mais c'est sûr qu'on va prendre les meilleures idées. Monsieur Andlauer, il vient du Canadien de Montréal. Ce qui se passe avec le Canadien, on le voit depuis 2 ans. C'est Jeff Gorton qui est arrivé, c'est Kent Hughes. Il réplique un peu ce modèle-là. C'est pas juste le Canadien, ça se voit ailleurs dans la Ligue. Mais lui, il était là quand les Canadiens ont décidé de faire, si on veut, ce placement administratif-là en ayant un directeur ou un VP ou un président Hockey Operations et un GM. Donc, avoir 2 têtes, 2 cerveaux qui s'occupent de cet aspect-là, en plus de toute l'équipe qui va les entourer par la suite. On parlait de ça la semaine passée. Et je suis curieux de savoir comment ta lecture de ça, Marco? Tu sais, on parle de, oui, une deuxième tête pour aider Pierre Dorion, mais à l'inverse, moi, j'ai comme l'impression que Andlauer et Staios vont comme peut-être décider des affaires autour d'un verre un vendredi soir sans Pierre Dorion, tu sais? C'est ça ma crainte pour Pierre Dorion. Pour le côté hockey, ça va se faire vraiment entre Pierre Dorion et Steve Staios. C'est sûr que peut-être que Michael va avoir une influence, mais je crois pas qu'il est là pour ça. Puis je crois qu'il met en place les bonnes personnes. Oui, c'est un fan, c'est un amateur, comme un Jeff Molson à Montréal, comme beaucoup d'autres propriétaires dans la Ligue nationale, mais il est pas là pour prendre des décisions hockey. Il engage les bons experts. Lui, il est là, par contre, pour signer des contrats. Ça se peut qu'il ait son mot à dire par rapport à la valeur, l'entente, puis est-ce qu'on est sûr de vouloir donner X montant à cette personne-là pour X années. On le voit actuellement peut-être dans les discussions avec un Shane Pinto, par exemple, où est-ce que peut-être il a son mot à dire là-dedans. Mais il va les laisser faire, si on veut, leur job. Je suis sûr et certain. Ça vient mettre un peu plus de pression à Dorion, oui, mais ce qui est positif pour tout le monde, ce qui est positif pour le club, là, il est davantage redevable encore. Mais là, Staios a peut-être plus son mot à dire sur certaines transactions puis d'amener son grain de sel. Là. Puis quand le contrat va arriver sur sa table, Pierre Dorion va l'avoir négocié, va l'avoir travaillé, va l'avoir présenté à Staios, il va l'avoir... Tu sais, si c'est pour pas passer, il va le savoir. Quand ça va arriver sur sa table, il va pouvoir dire OK, parfait. Puis, mais de ce qu'on voit, à date de ce qu'on a entendu parler, oui, il est présent, oui, il est allé voir certains joueurs, oui, il s'est présenté, oui, mais on l'a pas entendu parler de décision hockey trop, à part dire que tu es bien intéressé, l'équipe est excitante, mais on l'a entendu parler plus du côté, comme il a dit, se rapprocher de la communauté, l'aréna au centre-ville. Fait que tu sais, ses objectifs, il nous a pas montré qu'il voulait se mettre les mains pour l'instant là-dedans, dans le day-to-day. Fait que ce qu'on comprend, c'est qu'il aurait dû être là quand Pierre Dorion a décidé de donner 5 millions à Vladimir Tarasenko. Genre. On l'a vu, sa première apparence publique à une belle conférence de presse qui a été organisée au Centre Canadien Tire. On l'a vu s'exprimer en français. On l'a vu en fait, on l'a vu dire, tout le monde le disait, là. Il a dit exactement les mots qu'il fallait dire. Une chose en particulier qu'il a dit, c'est
cette équipe-là appartient à la communauté d'Ottawa-Gatineau. Ah, puis il met l'emphase plusieurs fois là-dessus. Oui. Ah oui. À plusieurs reprises, c'est dans les communiqués de presse, c'est dans les publications sur les médias sociaux. C'est important pour lui. C'est une communauté. À l'époque, quand je travaillais pour les Sens, moi, je mettais toujours l'emphase là-dessus, mais on s'entend que ça venait pas d'en haut, ça venait de moi ou ça venait d'autres personnes. Ou ce que j'aimais dire, par exemple, c'est la région de la capitale nationale, ou quand on parle de la région de la capitale nationale, on regroupe tout au complet, mais c'est Ottawa-Gatineau, c'est encore mieux. Je suis curieux de savoir comment les gens d'Ottawa réagissent à ça. Tu sais, les gens d'Ottawa anglophones purs. Ça change rien, je pense, parce qu'on dit Ottawa-Gatineau. S'il y avait du Gatineau-Ottawa, c'est une autre histoire, mais en disant Ottawa-Gatineau, je vais parler d'expérience là-dessus lorsque je travaillais pour les sénateurs. La grande majorité des gens voulaient le succès du club, puis ils savaient que se rapprocher de la communauté francophone, en plus de la communauté de Gatineau aussi francophone, c'était juste bénéfique pour l'organisation. Là. Ceux-là qui comprenaient pas ça, honnêtement, c'était pas des gens qui comprenaient ce qu'il fallait faire. Non, il y aurait rien compris. C'est ça. Non, c'est ça. Les anglophones le comprenaient là, très, très, très bien, puis ils étaient bien heureux souvent de voir ce genre de gestes-là pour se rapprocher. Parce que moi, d'expérience, mettons, c'est arrivé, j'ai déjà été revenu en disant, tu sais, comme petit commentaire comme sur le fait que les sénateurs n'avaient pas fait quelque chose en français, par exemple. Puis souvent, il y a des anglophones qui répondent, puis c'est un peu avec colère, puis c'est comme, si t'es pas content, prends pour les Canadiens, puis on l'entend souvent, ça. Mais moi, ce que je me tue à dire, c'est, je me bats pas pour mon droit en tant que francophone ici, là, je m'en fous. Ce que je déplore, c'est à quel point c'était le manque de vision de l'organisation, plutôt, tu sais. Ah, puis ça va changer. Ça va, selon moi, beaucoup changer dans ce qui s'en vient. Il y a une stratégie à mettre en arrière de ça. C'est sûr et certain, mais on voit déjà des petits, je veux dire l'anglicisme, des glimpses, des petites traces de tout ça qui commencent à se faire ressentir. Il y en avait déjà un petit peu dans les dernières années, mais c'était mineur. Là, ça commence à être un peu plus d'impact. On parle de publications, médias sociaux, davantage fait en français, mais encore une fois, tout ça doit être fait dans une stratégie globale. Il est trop tôt cette année, là, je pense. Oh non, la stratégie, ça va prendre du temps à mettre en place. C'est ça. Au-delà de la vision, comme JP t'a dit, là, ça reste que c'est la capitale nationale. C'est autant français qu'anglophone. Fait que moi, je trouve ça important que l'équipe de la capitale nationale se concentre aussi sur le franco que l'anglo. Mm-hmm. Si seulement c'était aussi beau et aussi facile. Aussi facile, ouais, mais... Ce qu'on va voir, c'est des changements au niveau du site web en tant que tel, davantage d'amour et d'attention portée au côté francophone du site. Même chose, médias sociaux. Comme je dis, c'est pas obligé d'être toujours français-anglais selon moi en ce moment, mais c'est petit à petit s'en aller dans cette direction-là. Point de vue des publications, point de vue des posts comme ici sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, etc. Là. On demande pas grand-chose, rien qu'il y ait des efforts de temps en temps. Non, exact. Mais il faut que ça soit structuré. Si ça commence à être trop disparate, c'est pas professionnel. Fait comment est-ce qu'on englobe ça dans une stratégie? Quelle publication qu'on veut mettre toujours français-anglais? Lesquelles qu'on garde en anglais? Si on parle juste des médias sociaux, là, après ça, on parle communiqué de presse, on parle d'invitation avec les médias. Là, on garde juste encore une fois, point de vue communication, là, on va sortir de ça, on va aller marketing, communauté, vente de billets, corporatif. Il y a beaucoup de, si on veut, d'aspects ou des piliers à prendre en considération puis à évaluer. Mais ça va être difficile, mais comme je dis, ça s'en va vraiment dans la bonne direction. Puis de ce que j'entends, pour en venir à ça, c'est actuellement, M. Lauer commence déjà à faire transparaître l'importance qu'il veut accorder aux Français pour l'organisation des sénateurs, ce qui ne s'est pas vu depuis belle lurette. Non, c'est ça. C'est la première fois qu'on a un propriétaire qui comprend ce marché-là un peu plus, tu sais, qui vient de Montréal, puis qui. Fait que je pense que ça. Parce qu'on a tellement été déçus plusieurs fois qu'on finit par se dire, ben non, ça arrivera pas. Mais je pense que là, on a tout été en place un peu pour que ça arrive. Pour vous donner un scoop, exemple. Ça fait, moi je travaillais avec les sénateurs à l'époque, donc on parle déjà de 4, 5, 6 ans de ça, qui avait même depuis longtemps. Les Canadiens ont une entente en place avec, je nommé IGA là, en premier lieu, depuis quand même longtemps. IGA sont fait racheter par Sobase il y a 7-8 ans peut-être. Donc du côté d'Ottawa, du côté des sénateurs, on a essayé longtemps d'avoir une entente avec Sobase, ça n'a pas fonctionné de ce côté-là par exemple. Là, ce qui arrive, c'est qu'il y a le territoire de marketing. On a déjà parlé ensemble dans une ancienne collaboration du fameux territoire marketing, puis les délimitations qui existent, puis si on veut, les endroits où est-ce que les deux clubs s'entremêlent ou ne peuvent toucher. Gatineau, c'est sûr et certain, fait partie du territoire des sénateurs. Jusqu'à
passer Turso, ça fait partie du territoire des sénateurs. Ce qui est arrivé depuis longtemps, c'est qu'étant donné que les Canadiens ont un partenariat avec IGA, ben IGA font des campagnes à travers le Québec avec les Canadiens. Le seul territoire où ils n'utilisaient pas le nom Canadien de Montréal, c'était l'Outaouais. Ils utilisaient le nom Bleu, Blanc, Rouge parce que c'est un seul nom qui n'est pas trademark officiel des Canadiens de Montréal. Donc, le mot Bleu, Blanc, Rouge, il disait fier partenaire du Bleu, Blanc, Rouge, il y avait des affiches autour de ça, seulement en Outaouais. C'est quand même joué sur les limites de la légalité et tout. Ouais, ben oui. Les Sens voulaient pas trop se casser la tête avec ça. Fait que ce qui est arrivé depuis 2 ans, étant donné que les Sens avaient besoin d'argent depuis 2 ou 3 saisons, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont une entente avec les Canadiens, puis les Canadiens payaient les Sens pour pouvoir faire ça en territoire de l'Outaouais, puis les Sens disaient absolument rien. Sauf que là, ce que je me suis fait dire, c'est que ça va changer cette année. Les Sens vont plus tolérer ça, puis ils veulent s'assurer qu'il n'y ait plus d'endroits qui sont transgressés par les partenariats du Canadien. Autant sur les médias sociaux qu'en personne aussi. Donc, soyez à l'affût, tout le monde, puis c'est à vous aussi d'aller regarder ça et de reporter. L'autre emplacement que je vais vous dire en Outaouais que vous devriez voir ça, c'est dans les Rona, où est-ce que les Rona, c'était des grands supporters aussi du bleu, blanc, rouge. Oui. Donc, ça serait plus supposé voir ça. Les Sens devraient normalement commencer à mettre un peu plus d'emphase sur cet aspect-là pour ne plus tolérer ça. Ça, je vous l'apprends aussi, comme nouvelle. C'est excellent. Puis d'ailleurs, je pensais justement à ça l'autre jour pendant la conférence de presse d'Andlauer, à ce que tu nous avais dit la dernière fois. Puis quand il a dit justement les sénateurs, c'est l'équipe de la communauté d'Ottawa-Gatineau, en sachant que lui, il arrive de Montréal, mon réflexe a été de me dire, est-ce que c'est un message qui envoie un peu entre les lignes aux Canadiens pour leur dire Gatineau, ça sera plus aussi facile qu'avant? Oui, moi je suis sûr. certain. Parce qu'il a aussi dit, on est la petite équipe entre les deux géants qui se prennent pour le nombril du monde. Lui, il savait ce qui se faisait avec les Canadiens, là. Quand on parle, mettons, c'est voir les concours, exemple des IGA sur les médias sociaux et tout. Si vous allez voir dans les petits écrits, les fine prints, comme on dit en anglais, c'est écrit partout au Québec, sauf les Maritimes et l'Outaouais. C'est ça, c'est supposé être. Parce Pourquoi qu'ils sont Maritimes? pas supposés. Les Maritimes, ça fait pas partie du territoire du Canadien non plus. Donc, pas le droit. Puis il y a des lois aussi concernant alcool et les jeux, là, comme équivalent de l'Auto-Québec, puis tout ça, s'ils font des publications, des publicités, puis des concours, etc. Mais l'Outaouais, c'est supposé être à 95%, ça fait partie du territoire des sénateurs en Outaouais. Puis si on veut être encore plus intense que ça, on s'en va en ligne droite en haut. Les sénateurs devraient aussi avoir une partie de l'Abitibi, là, mais ça, jamais personne n'en a parlé. Mais ça devrait tomber aussi dans le territoire des Sens. Mais les Canadiens en profitent puis ils utilisent comme leur territoire. L'Abitibi? Ouais. L'Ontario, ça s'en va juste pour les sénateurs jusqu'à tout l'Est au complet, puis jusqu'à Kingston, passer Kingston à cause de Belleville maintenant, puis là, tout le Nord au complet, c'est les sénateurs aussi. Donc, c'est pas les Maple Leafs dans ce cas-ci. Donc, on a un territoire qu'on peut aller chercher davantage. Mais oui, l'Abitibi, les Canadiens devraient, mais je pense pas que les Sens vont aller jusque-là pour commencer, là, mais il y aurait une partie qui devrait appartenir aux sénateurs. Ça serait un peu pitcher de l'argent pour les fenêtres rendues là. Il y a d'autres, si on veut... on s'entend, c'est pas la priorité. Cheval de guerre. C'est ça. Exact. Là, plan à long terme. C'est la 5e année du plan quinquennal. C'était mon petit scoop, puis ma petite parenthèse par rapport à ça, dans le sens que ce que j'entends, c'est que ça devrait changer cette année. Fait que c'est un autre pas dans la bonne direction. Là, on n'est plus juste on a besoin d'argent. Là, on est qui? On a l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les stratégies qu'on veut mettre en place? Comme je dis, c'est juste du positif. On va voir ce qui va s'en venir dans les prochains mois et prochaines années. Ouais, définitivement. Andlauer n'est pas arrivé tout seul. Il a fait un premier, j'ai envie de dire, gros move séduction auprès des partisans en ramenant Cyril Leader comme président d'équipe. On en a pensé quoi? Très positif. Cyril parle un petit peu français, presque pas, mais Cyril est un francophile. C'est la définition exacte d'un francophile. Il comprend le marché francophone. Il avait essayé lui-même de mettre beaucoup de choses en place dans le temps, mais c'est pas facile. Je suis très heureux de ça. C'est une personne vraie aussi, puis qui a des très bons attachements dans la communauté, qui connaît déjà beaucoup de personnes. Puis c'est sûr, de ce que j'ai entendu aussi déjà, c'est déjà sur son planning très très court terme d'aller renouer avec beaucoup d'hommes d'affaires du côté de Gatineau. D'hommes d'affaires, si on veut, bien positionnés ou qui ont une influence ici en Outaouais. Fait que ça fait déjà partie de sa stratégie. Puis je dis l'Outaouais, après ça va être la même chose que Franco-Ontarien. Fait que ça fait partie un peu de ce qu'il veut accomplir. C'est une personne qui est très intelligente, Cyril. C'est une personne qui se rappelle tout le temps du nom de tout le monde qu'elle rencontre, qui se rappelle des visages, c'est incroyable. Et quelqu'un aussi qui est excessivement bon en mathématiques puis en calcul, qui est capable de déjà voir les possibles retours sur investissement, tout investissement dépense. Donc,
devrait aider Pierre Dorion. Ouais. Non, mais c'est que du positif. Là, c'était le commentaire de JP. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien de revoir Cyril, je pense, dans l'entourage. Là. Je verrais pas pourquoi ça serait négatif. Il y a d'autres personnes, il y a beaucoup de changements, selon moi, qui vont se faire dans le haut de la pyramide chez les Sens. Il y a des personnes qui sont bien en selle. Là. Je pense que oui, il y en a d'autres peut-être un peu moins, mais on va voir. Ben c'est ça, on a eu, ça a été des grosses annonces, là, Cyril Leader, puis Steos, puis tout ce monde-là, mais ils ne feront pas une annonce à chaque fois qu'ils vont engager quelqu'un. Toi, de tes contacts, tes perspectives, de ce que tu vois, est-ce que tu vois que ça commence à bouger, des postes qui sont affichés dans le département marketing, dans le département des ventes? Postes, mais je vous dirais au bas ou au moyen niveau des échelons, là, dans le sens que des postes de direction, des postes de gestionnaire, des postes gestionnaires de compte aussi. Il y a déjà eu beaucoup d'ouvertures qui sont faites. On le voit un peu les publications sortir, ils essaient d'embaucher. Moi, je le sais qu'ils sont, on va dire l'expression short staff du côté des sénateurs, surtout au point de vue billetterie, partenaire corporatif, jaser à du monde qui se plaignent, c'est long, je ne reçois pas de réponse, ça prend toujours du temps. Honnêtement, je prends un peu en pitié les gens au Sens parce qu'ils se font bombarder à gauche et à droite en ce moment, puis ils sont fait assigner beaucoup trop de comptes, par exemple, sur ce qu'ils pourraient gérer. Il y en a qui en ont beaucoup sur leur assiette en ce moment, puis ça devrait pas être le cas. Ils devraient se concentrer ailleurs. Mais, encore une fois, c'est un négatif de tout le succès qui est autour du club puis qui gravite depuis la dernière année et demie, où est-ce que, au lieu d'aller chasser des nouveaux comptes, des nouveaux détenteurs de billets de saison, mais ils reçoivent... ça, les gens cognent à la porte, ça arrive sur le site Internet, ils ont des demandes, s'ils font transférer à l'interne, c'est beaucoup plus facile leur travail de ce côté-là, mais en même temps, après, c'est que ça fait beaucoup plus de gestion, si on veut, à devoir faire. Puis la pénurie de main-d'œuvre, je veux dire, tout le monde en souffle. Là. Ça sera pas facile d'aller chercher les meilleurs, les meilleurs talents. Du monde bilingue, on en parle, tu sais, c'est difficile. Même moi, quand j'étais là, on essayait de mettre l'emphase là-dessus, on poussait pour aller chercher. Il faisait pas assez, c'était tout le temps... c'était pas un prérequis obligatoire, le français, là. C'était quelque chose d'un très, très bon nice to have, si on veut, là. Mais là, ça va le devenir, c'est sûr. Puis est-ce qu'ils vont commencer à pas juste envoyer des offres d'emploi via leur site Internet, est-ce qu'ils vont utiliser davantage la plateforme, ou est-ce qu'ils vont investir là-dedans? Parce que de nos jours, il faut que tu investisses avec des campagnes publicitaires et tout si tu vas aller chercher de la bonne main-d'œuvre. Donc, peut-être qu'on va voir aussi ce changement-là, arriver lors des prochains mois, prochaines années. Mais oui, ils vont avoir besoin de gens. Marketing, j'ai déjà vu des embauches qui essaient de faire tranquillement. Donc, ça s'en va dans la bonne direction, comme je l'ai dit. Après ça, en haut de l'échelon, au niveau exécutif, des postes de level C, comme on dit en anglais, CRO, CMO, etc. Peut-être des nouvelles embauches qui vont se faire au niveau VP aussi, il y a des changements. Je pense qu'il y en a qui sont bien en selle, comme le VP partenariat corporatif qui est arrivé, ça fait même pas un an, je pense, mais que ça va super bien avec les partenaires en ce moment. Tu sais, je verrais pas pourquoi il y aura un changement là-dessus, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui font changer ou que ça fait longtemps qu'ils sont là, qui vont peut-être décider d'aller juste voir ailleurs. Là. Ça, je veux pas le dire par contre, ce qui s'en vient de ce côté-là. Mais je sais que le poste en ce moment sur lequel ils recherchent beaucoup, c'est au niveau marketing, parce qu'ils ont plus de vice-président depuis que Tom Wolfe est parti avec Anthony Urban. Ah ouais, ça fait un bout quand même. Ouais, hein? Ça va faire. Ben, c'est sûr que c'est arrivé juste avant cette tempête-là. Fait que il allait pas embaucher un VP tant que Michel Lauer était pas là en poste. C'est un poste important, là, on va se le dire, là. Est-ce que ça va être un VP marketing? Est-ce que ça va être un Chief Marketing Officer qui a plus, si on veut, de chapeau? Je sais pas encore, on va voir. Mais c'est un poste qui est important à combler. Surtout qu'on parle encore une fois là, de la stratégie, pas juste le marché anglophone, stratégie de la marque à venir, stratégie francophone, l'aspect communautaire, beaucoup plus d'argent qui va être ingéré dans cette division-là, d'après moi, dans les années à venir. Donc, c'est une grosse embauche à faire. Tu parles de la marque. Tu veux dire la marque qu'est les sénateurs d'Ottawa. Marque de commerce. Oui. Moi, vu que je travaille là-dedans, si je peux apporter mon grain de sel, c'est que cette marque-là n'existe pas. Il y a un logo qui a été pitché, un après-midi de la façon la plus ordinaire possible, puis on n'a jamais développé ce brand-là, cette marque-là. Il y a un gros push qui a été fait quand ils ont changé, ils sont revenus au 2D. Là. Oui, je suis d'accord, mais c'est ça que je dis. Quand ils ont dévoilé le logo 2D, ça avait été leaké sur Internet. Là, l'équipe s'était ramassée en étant genre, OK, shit, il faut faire un move, il faut le sortir. Puis c'était genre un JPEG sur Facebook, logo sur fond noir, pas de vidéo, pas rien. Ça faisait plus qu'un an que quelqu'un travaillait là-dessus à l'interne. Moi, je le savais dans le temps. Là. Ce qui est arrivé, c'est que
la personne qui avait c'était au début de la COVID, faut s'en rappeler. Il y a plein de monde qui était plus là en poste. Fait que tous les gens qui étaient en train de travailler pour ce launch-là, cette nouvelle marque, de ce qu'on met, il y en avait plein qui étaient plus en place au Sens. Ouais. Fait que là, il y avait peut-être la moitié du coffre à outils de rempli, mais il faut faire de quoi, là. Faut sortir, comme tu dis, il y avait un leak qui avait été fait, donc il fallait qu'ils se lancent là-dedans. Mais la marque, pour moi, c'est plus que ça aussi. C'est l'identité du club, c'est les cultures, c'est la valeur aussi, c'est l'aspect communautaire qui vient là-dedans, c'est ce que la marque transparaît autant côté public qu'à l'interne. Il y a beaucoup de choses à travailler. Puis comment aussi, le plus facile, c'est comment est-ce qu'on market en anglais. Donc, comment est-ce qu'on advertise, comment est-ce qu'on publicise cette marque-là avec notre public. C'est quoi les stratégies qu'on veut mettre en place. Ça, ils vont, selon moi, presque partir d'un from scratch, comme on dit, d'un cahier, d'une page vide pour voir un peu la stratégie à effectuer puis à mettre, si on veut la mettre de l'avant. Toi, tu penses que, là, je reviens un peu en arrière, là. Andlauer et Leader font le ménage là-dedans ou ajoutent de l'effectif? Ajoute de l'effectif, peut-être des changements, mais c'est pas un ménage, ça c'est sûr et certain. Surtout, tu sais que Cyril est là, lui aussi a ses connexions de l'époque qui sont encore là. Faut voir, mais il y a des changements à voir, ça c'est sûr et certain. De l'extérieur, c'est dur à dire, c'est tellement dur à dire parce que comme tu nous l'as dit souvent, il y a tellement un manque de main-d'œuvre à l'interne que c'est facile de critiquer quand on est assis dans nos chaises, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dans cette aréna-là dans les derniers 10 ans. Là. Les départements qui sont rendus petits, si on veut, qui ne devraient pas être aussi petits qu'ils sont. Tu sais, le premier que tout le monde pense, c'est le département hockey. Là. C'est le premier. Il a grossi un petit peu. On a acheté un analytics specialist dans les derniers mois. Mais ça commence tranquillement, mais encore une fois, il y a beaucoup d'embauches qui doivent être faites dans ce département-là. Puis ça, c'est celui-là qu'on va le plus mettre de l'avant pour le commun des mortels fans de hockey. Là. Une personne qu'on associait beaucoup avec Michael Andlauer, c'était Daniel Alfredson. Mm-hmm. Il faisait partie beaucoup on disait Cyril Leader, mais on disait aussi Daniel Alfredson avait déjà... Faudrait pas être surpris de le voir venir. C'est justement ça ma question. Pourquoi il n'est pas déjà là? Selon moi, ça va s'en venir, mais c'est juste de trouver la bonne chaise. Ouais. Ça se peut-tu que le président Opération Hockey, c'était de quoi qui l'intéressait, ça? Ou c'était peut-être trop gros, peut-être pour partir? Selon moi, selon ce que j'ai entendu, c'est beaucoup trop gros pour lui, là, actuellement. Faut pas oublier aussi que ses enfants sont encore jeunes. Puis il y a des raisons, après sa retraite, revenu à Ottawa, il est pas prêt à s'impliquer avec ses enfants. Tant que ça. Court terme, 1 an ou 2, mais après, d'après moi, c'est un rôle qui va grossir. Mais il faudrait peut-être le voir dans un, justement, un peu plus qu'un consultant, là, pas juste un consultant, mais selon moi, un spécialiste du développement, comme le président pour le développement hockey. On n'a pas de président de ce département-là. Si on veut, on n'a pas de directeur. On a comme 2-3 gestionnaires, je pense, développement ou des spécialistes, des consultants, mais personne qui est un directeur, exemple de ça. Comme avec le Canadien, ils ont Martin Lapointe qui effectue ce rôle-là. Ça pourrait peut-être être le genre de rôle. Il faudrait voir, mais c'est sûr qu'il faut pas viser trop haut. Peut-être non plus pas viser trop bas. Selon moi, ça va se retrouver entre les deux. Là. Mais c'est pas encore finalisé, mais c'est une question de temps. Je pensais qu'on allait se rencontrer pour cet épisode-ci. Steve Staios n'aurait pas encore sorti, puis j'aurais pu sortir un scoop en pensant que Steve Staios s'en venait. Mais il est déjà sorti. Fait que tu vois, c'est arrivé plus rapidement que je le pensais, ça. Mais tu sais, on parlait aussi de Chiarelli, puis c'est aussi ce que j'ai entendu, c'est d'autres échos qui pourraient revenir comme consultant externe, tu sais. Fait qu'il va... Michel Lauer va amener son entourage, puis il a déjà commencé à le faire. Ça, c'est sûr et certain. Cyril Leader, ça faisait pas partie de son entourage. Il l'a amené comme expert. Mais tu vois, ça démontre le respect qu'il y a vers les gens qui ont passé tant d'années avec les sénateurs, qui sont respectés dans la communauté, puis un quick win qu'ils pouvaient aller chercher comme ça pour aller chercher, pas la sympathie, mais tu sais, qu'ils savaient que les fans allaient être contents. Donc, Cyril Leader, en fait, était apporté pour aider avec l'offre de M. Andlauer. Il avait besoin d'aide pour regrouper des gens locaux, des hommes d'affaires. Je sais pas si ça a été sorti, le chiffre qu'ils ont, là, ces 15-20 personnes-là. Je pense que c'est 5%, 10% du club, là, je pense qu'ils vont posséder. Mais lui, il a facilité un peu si on veut, cet ajout-là avec l'offre de M. Andlauer. Puis il a facilité aussi un peu l'aspect Arena Centre-Ville là-dedans. Il est venu mettre son grain de sel un peu comme un consultant. Puis vers la fin, mais ce qui en est sorti, c'est que avant le mois de juin, quand il était rendu dans les 2-3 finalistes, Andlauer aurait proposé, écoute, si on est choisi de l'avant, t'aimerais-tu avoir un rôle plus full-time, si on veut, plus temps plein avec nous, avec l'organisation? Il a pas fermé la porte, apparemment, M. Leader, comme il a dit dans l'entrevue.
Donc, ça s'est juste finalisé lorsque l'entente s'est finalisée par la suite. Il disait qu'il se connaissait déjà des rencontres de gouverneurs puis de tout ça. Là. Ouais, c'est ça. Rencontré. M. Lauer avait remplacé, je pense, à 6-7 occasions M. Molson à Montréal lors de rencontres des propriétaires, puisque Jeff ne pouvait pas être là à Montréal. Donc, c'est Michael Lauer qui avait le remplacé. Donc, il y avait déjà un peu son cercle aussi, ses connexions à travers la Ligue d'établis, ce qui l'a grandement aidé. Là, oui. Puis, pour me faire un refresh, là, parce que j'ai un blanc, qu'est-ce qui avait causé le départ à Cyril dans le temps? C'était un changement de garde de la part de M. Melnick, littéralement, qui avait décidé de... On s'entend que... Ce qui s'est passé avec toutes les autres, tu sais. Ce qui s'est passé avec Alfredson 2 puis 3 fois, ce qui s'est passé avec... Ça avait beaucoup de changements. Moi, j'étais là à ce moment-là, puis on parle après la saison 2017, donc après que les Sénateurs sont rendus à un but de la finale de la Coupe. Oui. C'est là que ça s'est passé. Tu sais, le CMO, que ça s'est même fini en bataille légale avec le CMO. Peter, je sais son nom, mais Peter dans le temps qui était là. Après ça, c'est Cyril aussi qui est parti. La directrice des ressources humaines, VP Finance. Ça a été un gros ménage au grand complet. On a eu un COO maintenant qui arrivait de nulle part, je sais plus trop. Là. Ils sont arrivés en fait dans l'autre année. Rien enlevé à Cyril. C'est vraiment pas lui que je veux parler là-dedans, mais c'est tous les autres qui étaient là. C'est qu'ils se sont rendus compte très rapidement en 2018, M. Melnick s'en est rendu compte, là, qui est un homme de chiffres, que c'est facile quand le club va bien. Tu le vois, mais là, le club allait vraiment pas bien. Puis c'est là qu'on voyait tous les bobos ressortir tranquillement pas vite. Puis là, les gens étaient pas capables de donner des réponses. Puis c'est tout ce monde-là qui ont, on va dire qu'ils sont pas fait gentiment montrer la porte. Il y en a plein qui ont quitté d'eux autres mêmes, là, mais on va se dire qu'ils se sont fait montrer la porte, façon de parler. Là. C'est là qu'il y a eu un gros remue-ménage. C'est là qu'il y a une nouvelle, si on veut, tendance qui est arrivée complètement. On est parti de Tom Anselmi, on est passé par Nick Ruskowski, puis par Jim Little pour quelques mois à la fin. Tom Anselmi est président des Oilers d'Edmonton actuellement depuis plusieurs années. Mais c'est lui qui avait été apporté parce qu'il y avait une expertise, me semble, en nouvelle aréna ou en nouvelles infrastructures. C'est lui qui avait créé le Rogers. Déjà à ce moment-là. Il était président avec les Leafs dans le temps pour mettre le Rogers Arena. C'était déjà anticipé, là, si on veut, l'offre encore avec les Plaines de Breton, ça s'était pas fait. Tu parles des Plaines de Breton, on va en parler justement. Il y a longtemps de cela, le groupe de M. Melnick avait remporté les Plaines de Breton pour que finalement ça se termine en... Queue de poisson. Queue de poisson, en chaos, en bataille judiciaire. On sait-tu si c'est encore là, ces poursuites-là? Être réglé. À l'amiable, genre? Ouais, je pense que oui. OK. En tout cas, la succession a réglé ça, là. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je serais gentil, je réglerais ça à l'amiable si tu me donnais... Mais après ça, le rêve des Plaines de Breton est mort un petit peu avec tout ça. Quelques années plus tard, surprise, coup de théâtre, ça arrive de nulle part. M. Melnick reprend... j'ai pas les bons mots pour le dire, mais nous redit « l'aréna sur les Plaines de Breton va revenir ». Et là, dernièrement, le nouveau maire d'Ottawa, depuis quelques années, lui, il n'est pas d'accord avec ça, il sait pas trop, il y a d'autres places, mais en même temps, c'est pas clair. T'entends quoi, toi, Marco, de tes contacts? C'est difficile à dire, ça, c'est gardé dans les hautes sphères chez les sénateurs, ça a toujours été très, très, très privé, là, cet aspect-là du nouvel aréna, si on veut, mais oui, le maire s'en cache pas à Ottawa, il est quand même pour un autre emplacement, mais il est pas 100% contre les Plaines de Breton. C'est juste que lui, il trouve qu'il y aurait peut-être des meilleures options à envisager. Mais là, à un moment donné, il faut juste falloir prendre une décision. Où est-ce qu'on va? C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Plaine de Breton, on a pour 4-5 ans. Oh, facile. S'il n'y a pas de surprise de décontamination. Exact, c'est ça. On a pour 1 an de décontamination presque au complet avant qu'on commence à vraiment creuser là-dedans. C'est du stock, c'est sûr. Mais là, on parlait tantôt, on discutait avant l'enregistrement. JP, tu parlais l'édifice actuellement qui est un peu désuet, où est-ce qu'il y a la Défense nationale, le DND, tu sais, ça aussi, là, ça prend pas 30 secondes de mettre ça à terre, puis on repart, là. C'est pas un terrain qui est facile, c'est un terrain qui est situé aussi un peu en coin, un peu en triangle. Ça va prendre un nouveau plan d'architecture complet, tandis que là, le plan pour les Plaines de Breton, le plan d'architecture détaillé n'est pas terminé, mais il y a quand même un croquis d'architecte qui a déjà été fait, il y a des idées, il y a de l'argent qui a été investi là-dedans, c'est déjà présenté, là. Par M. Lauer, en plus, aussi, son groupe, qui ont présenté des idées. Donc là, on repart-tu encore sur la table à dessin de zéro?
Qu'est-ce qu'on fait de ça? Il a été envisagé aussi le terrain à côté du terrain de baseball, où est-ce qu'il y a le RCTP Park, ouais, exactement, qui est un autre terrain qui a été envisagé sur le bord de l'autoroute. Ça serait pas pire, ça. Oui, tu es à côté du train Vraiment. de Via-Rail, mais à côté du train aussi, juste au centre-ville. Tu es à 2 stations de train léger, de haut train du centre-ville, 2 ou 3, je pense. C'est quand même bien situé. Fait qu'il y a ça aussi. Mais au final, c'est quoi le meilleur scénario? Si vous êtes du coin, là, moi je connais pas le secteur pantoute, là, mais au final, c'est quoi? Là? Le meilleur scénario, c'est sûr, pour les gens de Gatineau, les gens francophones, c'est les plaines d'Armor-Breton. Ça, c'est surtout actuellement le Zibi qui va vraiment bien. Là, ils viennent de réouvrir le pont Chaudière aussi pour les gens qui connaissent la région. Ils n'ont pas encore fini de faire les rénovations là-dessus. Ils sont supposés justement que ça soit une piste cyclable et une voie pour les piétons qui viennent se rajouter. C'est en train de ça se développe, dans ce coin-ci. Le WE2, qui est un projet majeur de construction résidentielle, juste l'autre côté du pont, qui est à peine à 400 mètres d'où est-ce que l'aréna serait, 500 mètres. Ils sont en train de bâtir pas loin de 800 portes, je crois, là, une tour de 20 étages puis une tour de 10 étages. Fait que ça pousse, c'est incroyable dans ce coin-ci. Ça serait parfaitement situé. Tu aurais les gens de Gatineau qui se stationneraient du côté de Gatineau. On marche, on traverse. Les gens de l'extérieur qui prennent le haut train, peu importe, ou qui viennent se stationner. C'est sûr que les gens qui vont se plaindre, c'est les résidents autour, là, qui ont des maisons du côté d'Ottawa. Eux autres sont moins contents. Ça va faire beaucoup de trafic. Mais il n'y a jamais personne qui va être heureux, peu importe où jusqu'à l'aréna va être. Ça avait été le débat pour le stade TD, là, les gens du Glebe qui avaient chialé puis mis des pancartes pendant des années. Mais regarde, c'est un super beau site aujourd'hui, puis il n'y a pas grand monde qui regrette. Tout ce qui s'est développé autour, les cinémas, les magasins, les commerces, c'est fantastique d'aller là aujourd'hui. Là. Donc, c'est ça. Ça prend une vision, ça prend quelqu'un qui prend ça puis qui le drive, qui est capable de le vendre aux citoyens puis qui va vers l'avant puis qu'on se fait pas mettre trop de bâtons dans les roues. C'est plusieurs portes, dans le sens plusieurs logements qui vont être là. C'est plusieurs espaces commerciaux, des restaurants. En fait, c'est ce qu'on voit à TD actuellement. C'est un peu ça qu'on va essayer de répliquer, mais qui est encore mieux situé, là. Ça, c'est sûr et certain, de ma perspective. Si on parle de 4-5 ans, peut-être plus. Plus que... Ça, c'est à partir du moment où la pelletée de terre a été faite. Là, mais non, c'est on n'est pas là pantoute. On parle depuis tantôt là, de il faut qu'ils mettent l'emphase là. Il va y avoir un push qui va être fait du côté francophone davantage, de l'importance mise sur cet aspect-là, la communauté. Tout ça, c'est du temps. Là. On va se dire, ça prend du temps, ça consomme de l'énergie des gens. Ça, c'est une autre priorité qu'il faut venir rajouter en plus là-dedans. C'est où est-ce que ça se situe? C'est où est-ce qu'on peut mettre l'emphase là-dedans sur la construction de l'aréna? Ça finit plus, là. C'est pour ça que l'équipe, ça revient à la base, faut embaucher du monde. Ça, c'est sûr et certain. Et les bonnes personnes. J'ai vraiment hâte de voir où ça va aller. Je change de sujet. Marco, t'as suivi un peu les activités de la PWHL? Oui. Une nouvelle équipe qui va s'établir à Ottawa. On a déjà j'ai envie de dire presque une vingtaine de joueuses qui ont été repêchées. Pas 100% certain comment la suite va fonctionner. Ottawa un peu surpris. On dirait qu'historiquement, la réputation, c'est qu'on a de la misère à remplir l'aréna des Sens. Est-ce que c'est 100% fondé? Bon, il y a place à la discussion, mais on dirait que comme un choix un peu qui est arrivé du champ gauche. C'est un choix qui est quand même logique. Si on pense point de vue monétaire. Géographique? Monétaire. Ouais, exact. C'est sûr. C'est monétaire, géographique, pour moi, sont connectés. On veut économiser sur le transport, j'aurais pas vu une équipe à Vancouver ou Edmonton, par exemple, même si je pense que ces équipes-là, ces villes-là vont avoir une équipe dans les prochaines années. Pour commencer, si on veut que ça fasse du sens, il fallait que ça soit des équipes dans l'Est, dans le même marché. Là, on passe d'une ligne. Là, on fait Montréal, Ottawa, Toronto, t'as Boston qui vient se rajouter juste à côté de cette ligne-là à droite, t'as Minnesota qui vient se rajouter de l'autre côté à gauche. Ça s'en vient logique, c'est sûr et certain. Mais les joueurs vont jouer. En fait, l'équipe va, je sais pas, l'entente est sûrement déjà toute finalisée, ils vont jouer à l'Arena des 67, centre TD. Si c'est au centre-ville, ils vont louer ça. Ils vont louer ça comme plusieurs organisations le font, comme les Blackjacks, l'équipe de basketball, comme l'équipe de rugby aussi, comme l'Athletica Ottawa. Ils louent le terrain quand ils vont jouer. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est comme ça qu'OSEG aussi monétise davantage le temps où est-ce qu'il y a personne qui est sur le terrain. Donc, eux autres vont louer les vestiaires, va avoir ça. J'ai hâte de voir comment ça va s'arranger un peu cet aspect-là, mais ça va pas être le vestiaire des 67, c'est sûr. Peut-être qu'ils vont prendre l'argent pour construire un autre vestiaire.
Je ne peux dire, ils vont peut-être être en mesure d'utiliser le gymnase aussi. Faut voir comment tout ça va se jouer. Mais je pense que c'est, stratégiquement parlant, je pense que ça va être, selon moi, un succès. Ça, c'est sûr et certain. Je verrai pas pourquoi. Là où j'ai un bémol présentement, c'est qu'on a un propriétaire de la Ligue unique qui finance tout. Ouais. J'imagine qu'éventuellement, les équipes vont... Qui vient pas du monde du hockey. Là. Ouais. Non, ça va changer. Il y a d'autres ligues qui ont parti sur le même modèle là, dans le passé. Là. On peut penser à la CPL, qui est en lien aussi au soccer, où est-ce que c'est à la base, c'était la ligue qui possédait les équipes. Là, tu vois Atlético, exemple, qui est possédé maintenant par Atlético Madrid à Ottawa. Atlético Ottawa, je pense qu'il reste 3 équipes que la ligue possède, je me trompe pas, là, dans cette ligue-là, 3 ou 4. Le reste, c'est des actionnaires privés maintenant. Donc, c'est un modèle qui se veut un succès. Même chose du basketball ou de blackjack et tout. Là, c'est encore la ligue qui possède la majorité des équipes là-dedans. Je pense qu'il y a juste 2 équipes qui sont rendues privées, dont à Toronto, justement, celui qui a acheté là, le Six de Toronto, qui est, je pense que Drake qui est dans l'est, tout ça. Donc, le modèle fait du sens. Mais ce modèle-là fait en sorte que c'est des revenus puis des dépenses qui sont faites par la Ligue. C'est une péréquation pour les équipes. C'est un budget qui est égalitaire pour commencer à gérer. Comme je dis tantôt, ils sont bien situés pour faire de la copromotion avec plein d'autres équipes, plein d'autres affaires. Ça peut devenir un attrait supplémentaire à la ville, c'est sûr. C'est du hockey, c'est une vingtaine de matchs pour commencer, c'est pas beaucoup. Ça veut dire une douzaine de matchs à domicile, plus les séries éliminatoires, dans un temps de l'année où est-ce que on compétitionne juste avec les 67 puis les sénateurs. Donc, et les Olympiques aussi dans ce cas-ci. Fait que, tu sais, selon moi, ça devrait fonctionner. Là. Je verrais pas pourquoi, là, avec si on veut, moindrement, une bonne stratégie d'aspect communautaire, attachement avec la communauté, comme je n'arrête pas de donner l'exemple de l'Atlético, puis je trouve qu'ils font un superbe travail, comme ils sont capables de le faire avec les équipes dans leur cas de soccer mineur, mais dans le cas-ci avec le hockey mineur féminin. Là. Ça fait que toi, tu penses que la ville d'Ottawa, la communauté d'Ottawa-Gatineau a les reins assez solides pour supporter une autre équipe? Ouais, si on est capable d'attirer en moyenne 2-3 000 personnes par match, je ne sais pas pourquoi que ça fonctionnerait pas. Là. C'est pas beaucoup, là. Non, c'est ça, c'est le hockey semi-pro à Jonquière, puis à Pont-Rouge, attire ça, 2-3 000 personnes par match. OK, des billets à 15-20 piastres, là. Mm-hmm. Mais justement, le fait que peut-être que c'est la Ligue qui est propriétaire des équipes, ça fait qu'une plus petite ville entre 2 gros marchés, on est habitué, on en parle tout le temps, ça va permettre de se battre à force égale, tu sais, pour commencer, en tout cas, là. Sans avoir besoin de remplir un aréna complet à faire des millions. Là. Non, mais écoute, juste pour en finir avec ça, je crois que le hockey féminin, c'est pas un sport, c'est le hockey le sport, là, mais si on veut, c'est une catégorie de hockey qui est en grande augmentation depuis les dernières années, point de vue d'inscription pour les jeunes filles, depuis environ 3-4 ans. C'est un sport qui va vers, pas un sport, c'est une catégorie qui va vraiment vers l'avant, selon moi. Donc, moi, je fais beaucoup la comparaison avec le soccer, qui est un autre sport qui perce au Canada énormément depuis 5-10 ans. C'est la même chose avec le hockey féminin pour les filles, où est-ce que là, c'est mis beaucoup de l'avant. On voit des têtes d'affiche, pas juste des joueurs, mais aussi, je parle de TSN, j'écoutais l'émission tantôt de TSN qui font si on veut, le préambule de la saison à venir. Puis il y a toujours une femme maintenant sur le panel, une ancienne joueuse de hockey professionnelle. Tu sais, c'est mis de l'avant, c'est propice aux jeunes filles justement de s'attacher au sport. Puis là, ils vont avoir enfin des idoles locales avec qui se rattacher. Tu sais, c'est pas des 2 de pique, là, c'est quand même des gros joueurs. La gardienne de but qui venait avec Ottawa, c'était quand même une fille qui était avec l'équipe nationale, qui est pressentie justement pour être la gardienne numéro 1 aux prochaines Jeux olympiques. Fait que c'est quand même des bons joueurs. Là. T'as Marie-Philippe Poulin, bien entendu, à Montréal, Hilary Knight qui va aller jouer à Boston. C'est le fun, ça va faire du bien, ça va créer une rivalité. Puis je pense que justement l'aspect compétition va quand même être là. Il a toujours été, ça a été prouvé avec les filles, mais ça va continuer à l'être. Puis je pense juste que la Ligue a besoin de pousser, si on veut, bien promouvoir leurs produits, puis ils devraient être en mesure d'avoir un succès après 2-3 ans. Là. Je te fais une mise en situation, Marco, OK? Vas-y. Tu es le responsable chez les sénateurs d'Ottawa de la relation, du partenariat avec cette nouvelle équipe-là féminine. Ouais, il y en a pas en ce moment, mais oui. Comme je te dis, on jase, là. On spécule. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que les sénateurs... Ils sont pas obligés.
Mais il va Faut falloir. pas obligé, mais ça serait juste. Ben, en fait, chacune des 6 équipes débarque dans une ville qui ont déjà une équipe de la Ligue nationale. Ça peut pas être un hasard. Mais moi, je pensais que c'était le cas qui allait être affilié avec une équipe de la Ligue nationale. Quand on fait le lancement, j'étais sûr que c'était ça. J'étais surpris que ce n'était pas le cas. Mais sans être affilié officiellement, il peut avoir un partenariat d'établi dans le background. Là. Moi, j'aurais voulu qu'il soit officiellement. Je sais qu'ils ont fait le test une couple d'années, puis ça n'a pas tant fonctionné, mais moi, je me bâtis beaucoup sur le modèle européen du soccer, du foot là-bas. Tous les gros clubs féminins, puis ça fonctionne vraiment bien, ils sont tous affiliés avec le club masculin local. Tu sais, c'est le FC Barcelone, justement, féminin, c'est le Manchester United féminin, c'est le Chelsea féminin, le Tottenham féminin, le Paris Saint-Germain féminin. C'est comme ça qu'ils réussissent à avoir du succès quand même. Puis on va se dire l'expression, sont backés dans le sens sont aidés financièrement par le club masculin, c'est sûr et certain, mais il faut les aider pour les premières années. C'est comme ça que c'est les plus dures années. Les 2 premières années de la Ligue, les 3 premières, ça va être ce qui va être le plus difficile pour eux. Il faut juste pas qu'ils s'appellent les Lady Sénateurs, là. De quoi de même, là. Non, c'est sûr que c'est plus difficile dans le monde du hockey, parce qu'il y a un nom qui vient avec aussi. Non, mais ma question, c'était toi, t'es cette personne-là qui doit bâtir un petit peu c'est quoi qu'on donne à cette équipe-là, notre collaboration. Tu miserais sur quoi si c'était les Sénateurs d'Ottawa? Ben moi, c'est sûr que c'est les couleurs. Tu sais, exemple, le club devrait avoir les couleurs des sénateurs, c'est la première chose. Là. Ça ferait aucun sens. Les couleurs de la ville. Là. Ben c'est sûr qu'ils sont rouges et noirs, ça c'est sûr et certain, mais il faut qu'il y ait le doré aussi. On sait qu'ils sont déjà rouges. Ouais, ils ont le rouge, là, ça je le sais, mais il faut vraiment qu'il y ait le rouge, noir puis le doré. Les mêmes couleurs que le sénateur qu'on voit actuellement en arrière de GP, c'est ça qu'il faudrait qu'il y aille, avec un logo différent. Selon moi, c'est là que ça devrait partir. Ah ouais, toi tu colles vraiment sur l'identité visuelle. Ah oui, 100%. Toutes les clubs, autant à Boston qu'à Montréal, ça devrait être comme ça. Ben, ça l'est pas. Les couleurs ont été dévoilées non officiellement, mais sur les médias sociaux, on le voit. Boston est vert, Minnesota est violet. On avait trouvé une logique, par exemple, Jimmy Fortin avait des bonnes théories, là. Avec le vert, on reprend la couleur des Celtics de Boston. Fait que c'est pas une couleur si weird. À Minnesota, c'est les Vikings. Tu sais, l'équipe de Montréal qui semble être plus vers le Bourgogne, ça m'a pris un peu. Je l'ai pas vu venir. C'est vraiment les couleurs de l'ancien junior de Montréal. Ouais, le Maroons. Le Maroon. Ouais, les Maroons aussi. Mais il n'y a pas de. C'est pas assez présent, là. C'est bizarre un peu. En tout cas. Parce que si je me fie, mettons, à la ligue féminine, dans la NBA, là, je regarde les équipes en place, là, et je te dirais qu'il y a 2 équipes là, qui se rattachent à l'équipe de la NBA. Le Sparks de Los Angeles, qui est dans les mêmes couleurs que les Lakers, puis le Mercury de Phoenix, qui se rattache aux Suns. Mais le reste, c'est tout indépendant. Fait que c'est un modèle qui est complètement différent de ce que je disais en Europe tantôt, mais qui fonctionne. Parce que la WNBA, par contre, ça, c'est une autre histoire à succès, c'est sûr et certain. La machine promotionnelle en arrière de ça a vraiment aidé. Mais, il faudra remonter au balbutiement de cette ligue-là, la première, deuxième, troisième année, c'était pas facile aussi. Puis il faut passer à travers ça, puis c'est sûr que ça va pas être un gros succès la première, deuxième année, mais il faut que tu te bâtisses quand même là-dessus, il faut que tu bâtisses un engouement. Et puis par la suite, ça va juste continuer à grandir. Puis d'un point de vue promotionnel, il me semble que c'est juste logique. Là. Il y a quelque chose à faire. Tu achètes un billet là, tu vas là, tu vas là, tu vas là. Tu sais, je sais pas. Ça se fera pas avec les sénateurs, c'est sûr, mais ça peut se faire peut-être avec toutes les autres. Non, ça va se faire peut-être avec les autres sports qui sont au TD Place. Comme je disais tantôt, t'as le soccer, t'as même le rugby, t'as le hockey des 67. Ça va beaucoup plus se faire. Marco, tu nous as dit que tu avais d'autres petits sujets. Est-ce qu'il t'en reste dans ton sac? Non. Point de vue commanditaire, ce qu'on peut attendre cette année, ben, je pense qu'on avait eu un petit indice lors du fameux, la journée Car Wash qu'on appelle, le lave-auto, qui se dit vraiment pas bien en français, mais le Car Wash, journée des médias, où est-ce que si on faisait un petit zoom sur le casque des joueurs, on peut apercevoir un commanditaire qui devrait être un nouveau commanditaire sur les casques des joueurs locaux, donc à domicile cette année, qui est un commanditaire, encore une fois, du domaine du gambling. On s'en va avec BetAway, qui est une autre des grosses entreprises à la Bet365, Bet99 de ce monde, qui deviendrait un nouveau commanditaire sur les casques. Par contre, Scoop, à ce jour, je sais pas à ce jour, aux dernières nouvelles, dans les derniers jours, ce que j'ai su, c'est que c'était pas encore signé, cette entente-là. Donc, c'était dans les derniers droits pour se faire signer.
parce que les photos étaient prises, puis ben ça se Photoshop facilement par la suite, mais là, le début de la saison est pas mal là. Fait que avant le 14 octobre, il reste 4 jours. Donc, il faut que ça soit finalisé avant le 14 pour qu'il soit sur les casques. Pour les chandails, il y a encore plusieurs entreprises qui étaient envisagées chandail à domicile, qui est surtout la grosse patch à avoir. Donc, on voulait diviser domicile sur la route aussi. Casque sur la route, ça change pas. On va avoir un Kinaxis qui était là l'an passé, grosse entreprise locale dans le monde du logiciel. Et pour la route, on irait peut-être avec une entreprise dans le monde, pas du logiciel, mais dans le monde des ordinateurs pour la route. Donc, je vous laisse un peu faire vos recherches là-dessus. C'est ta business, Pascal. Lequel? Celle qui recycle des ordinateurs, là. Ah oui, c'est ça. Smart Cycle. Je te fais une plug. Ordinateur, ça pourrait être cool. Ça, je pense. Mais ça, c'est vaste. Quand tu dis ordinateur, tu veux dire genre... Apple. Ouais, c'est ça. Je veux rester vaste, là, parce que je peux pas non plus vendre la poudre avant qu'elle soit tuée. Un genre de Dell, mettons, ou plus un genre dans cette catégorie-là. Là. Ouais, un gros joueur comme ça. Fait que, ça pourrait bien sonner. Fait qu'on va voir, ça, c'est les grosses commandites majeures. Hein. Quand on parle de commandites comme ça, juste cet actif-là publicitaire, souvent, c'est jumelé avec d'autres choses. On parle quand même du 3/4 de million, 1 million, 1 million 2 là, pour cet actif-là qui n'est jamais vendu par lui-même. C'est toujours jumelé avec d'autres affaires qui viennent autour. Donc, c'est pas petit. Il devrait y avoir un changement dans la glace cette année ou deux des gros commanditaires principaux dans le centre. Donc, ça aussi, gardez l'œil ouvert là-dessus. C'est ce que j'ai entendu dire. Et les bandes, ça va être la même chose que l'année passée. J'avais introduit un peu le fonctionnement des bandes numériques. La LNH a amélioré encore l'expérience plus que la saison avançait, donc on s'en va toujours dans la bonne direction par rapport à ça. Fait que c'est là pour rester, ça. Là. Oh ouais, c'est sûr. Surtout au Canada, là, je vous dirais que toutes les erreurs et les gaffes, ça a été fait aux États-Unis. Dans le sens qu'il n'y a pas les mêmes droits et pas les mêmes réglementations. Au Canada, il n'y avait pas d'animation, hein, si vous aviez remarqué. C'était stagnant, c'était là. Tandis qu'aux États-Unis, eux autres s'essayaient avec des animations là-dedans pendant le jeu. Ça a pas été un succès trop. Donnait mal au cœur un peu. Ouais. Mais là, pour revenir au chandail, là, mm-hmm. toi, tu nous dis ça, t'as entendu ça entre les branches, tu ne peux pas trop nous en dire. L'année passée, on en avait parlé beaucoup, finalement, il n'y en a pas eu. Cette année, on pense qu'il y a des bonnes chances qu'il y en aille. Ou... On espère, on se croise les doigts encore une fois. C'est tout ce que je peux dire. Ou pas, parce que c'est plus beau qu'il n'y en a pas. Ça dépend, ça peut bien s'agencer. Il faut juste pas qu'on finisse comme les pingouins avec un logo bleu, ce qui est juste pas rapport, tu sais. Mais moi, je regarde, puis je suis encore passionné, puis qu'ils ont réussi à le faire. Tu sais, les Leafs, ça s'agence super bien leur milk. Et s'il y en a qui font bien ça, c'est pas tout le monde. On avait fait une capsule l'an passé là-dessus, puis faut voir. Mais les Sens, tu sais, sur la route Kinaxis, je pense qu'il rentre bien sur le casque, il dérange pas trop, il est bien là. Le better way de ce qu'on voyait un petit peu sur les photos, c'était tout blanc. Ça semblait facile aussi, c'était bien. Les chandails, c'est vraiment plus touchy, je suis d'accord avec vous. On veut pas avoir une patch RBC comme les Canadiens, c'est sûr. Mais en même temps, ça fait parler, tu sais. RBC, je suis sûr qu'ils sont bien contents de ça parce que ça fait énormément parler. Ça a fait parler l'année passée, oui, définitivement. Ça le fait encore parler. Juste quand tu voyais... juste quand ils ont remis les chandails au tournoi de golf du Canadien, tu sais, c'est... Quoi qui fonctionne pas. Surtout, ça comme ça. Veux pas le chandail des Canadiens, c'est quand même... On va le dire, là. C'est lettre. C'est une icône du monde du hockey, là. C'est ça. Ouais. Les Bruins, c'est ce qu'il y avait, un commanditaire pour chandail? Là, on vient de tomber dans notre chronique chandail de hockey. Non, mais c'est super. En tout cas, je trouve ça super intéressant, cet aspect-là, mais non, je crois pas que... Ah oui, il y en avait un l'année passée, c'est vrai. Le film de cybersécurité. Mais tu vois, on ne savait même pas c'était qui. Ben, c'est ça. Parce que, tu sais, dans le fond, je pense que c'est de trouver l'équilibre parce que tout le monde, on veut pas se ramasser avec des chandails comme en Europe. Ça, je pense que c'est ça que le monde craint aussitôt qu'ils entendent parler de logos sur les chandails. Mais en même temps, on veut les revenus qui viennent avec ça. Tu sais, les sénateurs peuvent pas se permettre de se priver de ces revenus-là cette année encore. Fait que pas mal certain que ça va se faire. Exactement ça. Faut qu'ils aillent chercher ça. C'est de l'argent qui est important si on veut la réinvestir. Ben, c'est sûr que la péréquation, on en perd par la suite. Mais la Ligue, eux autres, les veulent, c'est revenu. Exact. Et voilà. Marco, est-ce que tu as d'autres scopes? Non, on va commencer comme ça pour le moment. Si j'en ai d'autres, on va pouvoir s'en parler, c'est sûr et certain. Je vais faire une apparition surprise si j'ai un gros scoop éventuellement, mais pour le moment, c'est bien calme. On a discuté de certains aspects intéressants aujourd'hui, je pense, mais on souhaite le meilleur pour demain soir, c'est vrai. C'est demain soir. On est mardi actuellement. Ouais. T'as rien sur les négociations de Shane Pinto?
Non! Moi, je suis ici pour l'aspect commercial du club. Je vais essayer de parler de l'aspect opération hockey, mais comme vous, j'ai juste bien hâte que ça se finalise, ça. Il nous reste moins de 24 heures, 22 heures avant le début de la saison. Mais Marco, toujours intéressant. Merci pour ton temps. Merci à vous autres, messieurs. Bon début de saison, bonne saison des Sénateurs à tous les téléspectateurs. Tous les gens qui nous regardent. Tous les gens qui nous écoutent. On va dire comme M. Andlauer à tous les gens d'Ottawa-Gatineau. C'est partout, beau, ça? C'est partout. Partout. J'aime ça. Worldwide. Dans nos statistiques, on a 1% d'écoute de la République du Congo, je crois. Quelque chose comme ça. Fait qu'on a un auditeur à quelque part dans le monde. Bon, ben, monsieur, madame au Congo, on vous salue. On vous dit bonjour. La semaine prochaine à l'épisode. Merci tout le monde. À la prochaine. Ouais.